d'abord, je vais commencer ma présentation en expliquant que l'entrée des enseignants en pédagogie, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il s'est passé quelque chose dans l'histoire de ces enseignants pour qu'ils aient la volonté de changer et de franchir le pas. Cependant, voilà, qu'est-ce qui justifie que ces enseignants soient passés d'une pédagogie dite traditionnelle à un mouvement alternatif? Donc, pour aujourd'hui, je vais tenter de définir déjà ce qu'est un enseignant, ce qu'est aussi enseigner, et enfin, ce qu'est être pédagogue. Cela nous conduira donc aux différents facteurs qui poussent les enseignants à franchir le pas d'entrée en pédagogie alternative. Les origines de ma recherche, tout simplement en classe, parce que j'étais avec mes petits, ou même au judo, puisque j'étais professeur de judo, j'enseignais différemment. Et il semblait que parfois ça gênait. Donc j'ai eu beaucoup de questionnements. Pourquoi ma façon de faire dérange ou questionne? Et après, je me suis dit que c'était peut-être à cause de mes dys, puisque j'en suis. Je suis dysorthographique et dysgraphique. Et donc je perçois, semble-t-il, le monde d'une manière sous certains angles différents. Et bien, du coup, voilà, j'ai quand même progressé. Et un jour, je me suis retrouvée professeur de l'école et en salle des maîtres. Oui, on peut y arriver. Hein. Et maintenant en thèse. Et la prochaine fois que je viendrai, j'espère, docteur. Et donc, du coup, en salle des maîtres, j'ai été frappée parce que, justement, par rapport à ce travail de thèse, j'ai une collègue qui me dit « Ah non, mais alors, je n'espère même pas compter sur ma présence, puisque moi, en classe, je ne fais pas de pédagogie. » Et là, je me suis dit « Alors, attends. Elle est 6 heures par jour avec ses élèves, 4 jours par semaine, 36 semaines par an, et elle ne fait pas de pédagogie. » Ça a été vraiment un électrochoc. Et donc, du coup, je me suis dit, alors donc, j'ai deux visions de l'enseignant. D'un côté, ceux qui peuvent s'estimer enseignants, en application des programmes, des directives du ministère, et de l'autre, des pédagogues. Donc, ça m'a vraiment questionnée, et je passe à la suite. Avec ma recherche, je suis allée voir deux types de publics. Tout d'abord, de manière exploratoire, j'ai eu la chance de travailler avec une équipe entière d'écoles qui travaille, donc ces enseignants travaillent avec des enfants de l'âge de 3 ans, en petite section de maternelle jusqu'au CM2. Donc au Québec, c'est la 5e année. Voilà. Et donc là, c'est un entretien collectif. Et avec la deuxième partie dans l'échantillon, ce sont des enseignants éparpillés dans mon département. Ils ont filmé leur pratique et donc nous avons eu des entretiens d'autoconfrontation. Voilà. Mes hypothèses sont donc les suivantes. Alors là, ce sont des hypothèses dans une partie davantage éthique. Donc faire de la pédagogie, est-ce une action forcément liée à un moment positif de réussite? Ensuite, les enseignants entrent-ils en pédagogie alternative par effet de mode, par rébellion envers l'institution? Est-ce par conviction profonde que l'entrée en pédagogie alternative est une évidence pour certains enseignants? Et du côté du pédagogue et du métier, concrètement, un enseignant qui entre en pédagogie alternative est-il de facto un pédagogue? Et au contraire, un enseignant ne se réclamant d'aucun courant pédagogique n'est-il simplement qu'un enseignant? Donc mon cadre théorique, j'avais choisi, et j'ai toujours choisi, le moment pédagogique selon Philippe Mérieux. Il s'agit donc du moment où l'enseignant prodigue et où l'élève émet une résistance. Et donc durant ce moment, l'enseignant, lui, va travailler sur cette résistance pour tenter de raccrocher l'élève à son apprentissage. Ça, c'est mon point de vue. En tant que chercheur, finalement, puisque je me suis rendu compte que lors des entretiens d'autoconfrontation, mes enseignants, eux, ont compris le cadre théorique du moment pédagogique comme étant celui de Henri Lefebvre. C'est-à-dire qu'eux s'attachent à une manière de penser l'enseignement dans sa relation aux élèves, au savoir et au métier. Et donc, il s'agit pour l'enseignant de quelque chose qui est en lui. Il se questionne vraiment sur la structure de pensée et de construction de ce qu'il va transmettre. Donc c'est intéressant parce que voilà, le côté chercheur, le côté enseignant. Et donc j'en viens à qu'est-ce que l'enseignement? Alors l'enseignement, je me suis d'abord renseignée auprès du dictionnaire. C'est mon premier outil.
Et donc le Robert de 1989 nous informe qu'au XIIe siècle, ça relevait du précepte, c'est-à-dire que l'enseignement était une manière d'agir, de penser, et que cela relevait de la vie, donc c'est-à-dire que l'enseignant donnait son avis, il donnait des conseils ou encore une leçon, c'était ses moyens. Ensuite, l'enseignement tel qu'il était défini, bien sûr, il était situé dans un acte de transmission, et en fait, il était effectué par un porteur de savoir. Donc c'était une relation unilatérale qui allait du porteur de savoir vers celui qui ne savait pas, autrement dit, de l'enseignant vers l'élève. Le métier d'enseignant, alors là, Michel Barlot a apporté quelque chose qui m'a interpellée, parce que lui, voilà, il a développé ça, plutôt que de l'appeler l'enseignement, c'est vraiment le métier d'enseignant. Et donc le métier, pour lui, ça vient du latin ministerium, qui représente le service. Et donc pour lui, celui qui enseigne est donc au service d'eux, et donc pour lui, un métier, même tous les métiers, devraient être considérés comme des services. Ce qui va alimenter ma pensée, quand Paul Valéry rebondit dessus en disant « Ah oui, mais dans Ministerium, il y a Minus ». En effet, le maître d'école, ou le magistère, c'est celui qui est porteur de savoir, donc le plus de savoir, et donc il est chargé. Il apporte la responsabilité de transmettre, et donc d'augmenter les capacités de celui à qui il s'adresse, afin de le rendre autonome. Et enfin, le rôle de l'éducateur, sa finalité, toujours selon Barlot, c'est de devenir inutile. Moi, je suis relativement d'accord avec ça. Enfin, qui sont nos enseignants? Alors, un petit peu d'histoire, toujours pareil, hein, toujours mon Robert. L'enseignant, en fait, c'est celui qui enseigne au sein des instructions pédagogiques. Donc là, on est vraiment dans un milieu très cadré, on sort du milieu de la famille, on est dans l'institution. Et à côté de ça, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, c'est l'enseigneur. L'enseigneur ou enseigneuse, qui est en fait une personne qui enseigne quelque chose à quelqu'un de capable d'apprendre. Et donc moi, ce que j'aime beaucoup dans cette définition, c'est que tout de suite, on prend en considération l'élément. Il n'est plus une chose, il n'est plus un moyen, il est vraiment... on rentre dans la notion de service, justement, annoncée par Barlot précédemment. L'enseignant, il est aussi appelé professeur, instructeur, maître, ou maîtresse, pour les femmes, chez les petits. Donc là, je m'adresse vraiment au premier degré. Et puis enfin, pour les parents, c'est prof, souvent. Va voir ta prof, ça on l'entend souvent. Dans le premier degré, on a eu deux appellations. Là, je contextualise par rapport à ce que je vais peut-être pouvoir en parler. En 1792, les enseignants, on leur a donné, suite à la Convention nationale, le nom d'instituteurs. Finalement, c'est assez récent. Et en fait, à partir des années 1990, chez nous, ça s'est transformé en professeur des écoles parce que la formation des instituteurs s'est alignée sur celle des enseignants du second degré qui, eux, s'appellent professeurs. Oh, pardon. Alors, la vision du ministère de l'Éducation nationale, c'est ce que j'ai trouvé sur leur site, c'est tout d'abord se voir confier la responsabilité de former les citoyens de demain en leur transmettant son savoir et en valorisant leurs compétences. C'est très large. Ça peut faire peur quand on commence. Hein. Quand même. Ensuite, c'est également participer quotidiennement à l'évolution du système éducatif français. Donc l'enseignant est une pierre de l'édifice du ministère. Et normalement, il doit pouvoir s'y épanouir personnellement, professionnellement parlant. Et à cela s'ajoutent des paramètres parfois plus techniques et pratiques. Du coup, qu'est-ce qu'un pédagogue? Puisque maintenant que nous connaissons l'enseignant et son action, je vais m'intéresser à ce qu'il est en tant que personne. Et bien, toujours selon Robert, c'est celui qui conduit. En effet, on pense tout de suite à l'esclave qui conduisait les enfants à l'école. Donc, c'était un précepteur. Et donc, c'est une personne chargée de pédagogie. Il possède des qualités pédagogiques et donc il a vraiment un sens de l'enseignement. Selon Bréal, le pédagogue, c'est celui qui était chargé de veiller sur les jeunes, donc il était attitré à une famille et il devait les accompagner jusqu'à l'adolescence, puisqu'à partir de l'adolescence, l'enfant était considéré comme autre au niveau de son statut social. Selon Jean Housset, le pédagogue, il cherche à conjoindre aussi la théorie de ce qu'il fait, de sa pratique, donc à partir de sa propre action. Ainsi, il n'est ni un pur
théoricien, ni un pur praticien. Il est cet entre-deux, entre théorie et pratique. Et cela, en fait, parce qu'à chaque fois qu'il théorise sa pratique, parce que c'est un vrai besoin pour le pédagogue, il le fait à la base de sa propre pratique, mais du coup, elle n'est valable, sa théorie n'est valable que pour lui. C'est ce qui pose un problème lorsqu'on est à l'université, par exemple, qu'on a de jeunes enseignants qui viennent nous voir en nous demandant des recettes. Et ben, malheureusement, on ne peut pas forcément leur répondre parce qu'on leur dit « tu verras, tu vas l'apprendre ». Donc on peut leur donner des conseils. Malheureusement, on ne peut pas leur donner des recettes qui vont forcément réussir, puisque justement, il va falloir qu'eux-mêmes deviennent praticiens réflexifs pour pouvoir construire leur propre théorie. Selon Jean Jaurès, j'aime beaucoup cette phrase aussi, on n'enseigne pas ce que l'on sait, on enseigne ce que l'on est. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai, quand on est en pédagogie, quand on entre en pédagogie, je vois des pédagogues qui donnent de leur personne. Ils ne calculent pas le nombre d'heures, ils ne calculent pas l'énergie que ça peut leur coûter. C'est vraiment d'abord eux qu'on voit et après les contenus qui viennent derrière. Donc, selon Durkheim, là, on ne naît pas pédagogue, mais on le devient. Donc, il y a l'idée que la pédagogie, c'est quelque chose qui s'apprend. Devenir pédagogue, donc, c'est un acte professionnel, enfin, c'est une posture professionnelle qui peut s'apprendre. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'élève qui est en face de nous, si on peut le considérer comme un être pensant et autonome, du coup, il est libre de ne pas être là. Et je pense qu'à partir du moment où on a cette phrase en tête, en effet, ça change beaucoup de choses dans la perspective face à l'enseignement et face à l'élève. Les caractéristiques et les traits du pédagogue. Donc en fait, souvent, on estime qu'ils ont des esprits révolutionnaires. Ils sont toujours en marge, on dit qu'ils font les choses que personne ne fait. Ils ne sont pas dans les clous, quoi. Ça gêne un peu. Et donc, c'est celui qui ne se résigne pas aussi, le pédagogue. Dès qu'il a une situation qui peut poser problème, et bien c'est pas grave, il va, lui, en faire un vrai problème, et du coup, il va vouloir chercher des réponses à tout ça. Il ne va pas stagner. Il a besoin d'avancer. Il y a toujours un progrès, mais aussi de se questionner. Donc, comme on dit, il n'y a pas de problème, mais des solutions. C'est un peu la devise du pédagogue. Ensuite, il vit dans la rupture et le changement, parce qu'il en a continuellement besoin. S'il stagne, il ne progresse plus, il ne se fait plus plaisir, et donc du coup, il ne transmet plus ce plaisir aux élèves. Enfin, il a besoin, une fois encore, vous voyez, d'après la littérature, d'éprouver la validité de ce qu'il fait, et donc de soumettre sa pratique à ses pairs, ou à des chercheurs, ou à la littérature, pour savoir si ce qu'il fait va dans le bon sens. Devenir pédagogue. Alors là, je vais vous parler des entretiens exploratoires que j'ai eus avec l'équipe d'école que j'ai eu la chance de rencontrer. Ils étaient 7 enseignants, et donc du coup, leur problème était que voilà, ils se revendiquent d'utiliser des pédagogies alternatives sans pour autant qu'elles ne portent un nom, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas Freinet, ni Montessori, ni autres. Par contre, ce qui les intéresse vraiment, c'est le bien-être de l'élève, et donc ils vont piocher par-ci, par-là. Ce qui pose problème lorsqu'il y a des besoins de remplacement, puisque c'est vrai que ça reste une pratique très prenante, et donc du coup, lorsqu'il y a des absences, il faut pouvoir se faire remplacer, et les remplaçants ne veulent pas aller dans cet établissement. Et donc ils se sont rendus compte que eux, peut-être que dans leur état de pédagogue, n'arrivent pas à transmettre certaines choses, mais que du coup, les gens qui viennent de l'extérieur, peut-être aussi, qui peut-être ne sont pas pédagogues, on ne met pas de jugement là-dessus, mais ont du mal à entrer dans la philosophie de cet établissement. Et donc, ils ont voulu comprendre. Et là, voilà, changer ces difficultés en problèmes, mise en lumière des problèmes, donc être réflexif. Là, j'ai sauté, en fait, je suis allée trop vite, mais c'est pas grave. C'est ça, on l'a vu. Ah oui, et le besoin de l'enseignant, du pédagogue de théoriser sa pratique, il est impératif que ça se fasse par lui-même plutôt que par ses pairs, surtout quand on est en début de pratique professionnelle, parce que sinon, en effet, il peut y avoir un découragement en se disant « Ah, j'ai pas vu ça, ah, j'ai loupé ça, j'ai loupé... » Donc voilà, il est important que la réflexivité vienne de la part de l'enseignant lui-même, tout en étant accompagné, bien entendu. Et aussi le besoin de se former, puisque, en effet, on a la formation de base, mais tout au long de sa carrière, l'enseignant a besoin de se former, le pédagogue le ressent aussi, et en fait, l'objectif n'est pas d'oublier ce qui s'est passé à l'université, donc cette formation qui a été quand même une base, l'objectif, il est vraiment d'aller plus loin, puisque, en effet, exercer, ce n'est pas arrêter de penser.
Donc la réflexion de notre équipe enseignante, elle a été qu'ils ont remarqué qu'il y avait toujours une difficulté à entrer dans un nouvel établissement puisqu'il faut se fier à tous les codes. Et donc là, c'était le gros problème des remplaçants, parce qu'en fait, ils ne comprenaient pas le fonctionnement. Ensuite, il y avait les imprévus. Lorsqu'on fonctionne en collaboration, forcément, tout imprévu impacte tout le monde. Il y a un projet, il y a un absent, il y a un inspecteur, tout le monde est impacté par cette visite, par ce projet. L'implicite, alors en effet, il y a des gestes professionnels que l'on fait qui ne sont pas forcément compris par les nouveaux arrivants parce qu'ils ne sont pas dans la codification. Par exemple, je ne vais pas forcément emmener moi-même mon rang jusqu'à sa classe, mais je vais peut-être me mettre en arrière parce que c'est à mon tour de surveiller comment ça se passe dans les couloirs. Mais un nouvel enseignant, par exemple, pourrait ne pas avoir cette idée en tête et lui, plutôt prendre son rang et aller conduire directement à sa classe sans se soucier des autres classes. Oui, donc c'est ce genre de geste professionnel qui peut paraître problématique quand on arrive et qu'on ne connaît pas. Ensuite, il y a le vocabulaire, puisqu'en fait, quand on fonctionne ensemble, quand on fonctionne en groupe, on développe une façon de communiquer, et donc le vocabulaire spécifique peut être un repoussoir face à la nouveauté. La posture, donc en effet, savoir s'effacer, c'est quelque chose qui s'apprend et qui prend du temps parfois pour un enseignant, donc de ne plus être le porteur de savoir, et de ne plus s'affirmer comme tel. Enfin, devenir pédagogue, c'est donc un apprentissage, puisque tous ces gestes-là s'apprennent, et ils disent que pour entrer dans cet établissement et y travailler complètement, il faut au moins 2 années. Et donc, rendre légitime son travail, c'était le problème de cette équipe-là qui avait besoin d'écrire. Donc, ce que j'ai retenu des entretiens collectifs comparés à mes lectures, 4 points. Le premier, c'est l'engagement et la rupture. Voilà, besoin d'engagement de la part des pédagogues et aussi être en rupture par rapport à la société, c'est un gros point. Aller vers une théorisation de la pratique professionnelle. L'émancipation des élèves, donc avoir le besoin de fabriquer, entre guillemets, de l'être pensant, du futur citoyen, quelqu'un qui ne sera pas perdu dans la société et qui sera capable d'être réflexif. Et enfin, prendre du recul et être réflexif pour devenir soi-même pédagogue. Ensuite, je suis allée voir des enseignants qui exercent dans des écoles éparses. Donc là, pour l'instant, j'ai pu en avoir 5. Là, j'en ai d'autres en cours. Et donc, ces enseignants me disent que c'est tout un challenge que de devenir pédagogue et que d'entrer en pédagogie. Et que du coup, il ne faut surtout pas prendre à cœur les retours des collègues qui peuvent miner et entraver la démarche d'entrée dans une pédagogie alternative. Donc pour les enseignants, il y a Solène par exemple qui, elle, s'est très vite ennuyée dans le cursus dans lequel elle était au niveau classique parce qu'en fait, elle a fait très vite le tour au niveau institutionnel. Elle voulait donc faire autrement et elle ne s'est pas sentie autorisée à le faire parce que le poids de l'équipe était trop important. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été envoyée en formation, ce qu'on appelle ASH, donc au niveau du handicap, et suite au fait d'avoir été diplômée dans ces structures où justement on est obligé d'utiliser des pédagogies alternatives, eh bien elle s'est sentie obtenir le droit de le faire en école dite classique. Ensuite, vous avez Marie-Françoise qui elle aussi travaille dans la SH, elle a très peu de temps enseigné dans le classique et en fait elle a été très rapidement affectée au poste ASH. Je crois qu'elle a le même poste que toi. Comment s'appelle ton poste? Orthopédagogue. Voilà, donc elle est chez nous maître E, mais donc orthopédagogue pour le Québec. Et du coup, en fait, elle s'épanouit, elle s'est toujours épanouie parce qu'elle est en fin de carrière parce qu'elle a eu le droit de faire autrement, sans jugement. Il y a Zara et Véronique qui, elles, travaillent dans des milieux, ce qu'on appelle REP, donc milieux sensibles. Et elles, en fait, ça a été très fort, les pédagogies alternatives, parce que ça leur a permis de faire venir les élèves à l'école, d'impliquer les familles, de donner du sens à l'école, et donc, du coup, de travailler en coéducation. Enfin, il y a Nathalie, qui, elle, travaillait dans une école, donc au niveau de elle est en maternelle. Pour elle, il n'y a pas de souci majeur. Cependant, à partir du primaire, le regroupement scolaire, la carte scolaire, fait que ça ne plaisait pas à beaucoup de parents. Et donc, du coup, ils choisissaient depuis la maternelle d'envoyer leurs enfants en école privée. Elle a choisi d'utiliser la pédagogie Montessori dans sa classe, ce qui fait qu'elle a prouvé que tout le monde était capable d'arriver au même niveau et avec les mêmes conditions à l'école. Et donc, elle a réussi son pari, puisque aujourd'hui, quasiment plus personne ne fait de demande pour aller dans le privé, de la maternelle vers le primaire. Donc,
L'organisation des enseignants, donc tout ça prend du temps, hein, bien entendu. Au début, ça commence par 1 ou 2 éléments. Puis il y a les 2 mois de grandes vacances chez nous qui permettent d'installer les bases d'une classe. Et enfin, bien sûr, les éléments arrivent en continu au cours de la carrière. Les problèmes rencontrés, et après je terminerai dessus, j'en ai vraiment pour 2 minutes. Les collègues réfractaires et culpabilisants sont le gros problème de ces enseignants qui tentent d'entrer en pédagogie alternative. Les parents aussi, qui souvent émettent des inquiétudes, puisqu'en France, c'est souvent un enseignant dans une classe qui fait sa propre pédagogie alternative. Ensuite, il y a parfois la hiérarchie, maintenant ça devient plus rare. Le manque de formation, puisque les enseignants disent ne pas être formés lorsqu'ils sortent de la formation universitaire et qu'ils doivent aller à la recherche de ces formations-là, qui doivent aussi se construire un réseau qui n'est pas simple à obtenir. Et enfin, ils se trouvent donc relativement seuls. Et donc, en fait, voilà, le plus important, c'est de se lancer. Et donc, une fois que les choses sont faites et qu'on s'assume, c'est forcément beaucoup plus simple. Et l'objectif est bien sûr d'être au service de l'enfant. Voilà, je vous remercie.